Checkball le mag est de retour. Bonjour à toutes et à tous pour ce numéro spécial dans lequel nous allons évidemment parler de 3-3, mais aussi d'histoire, de patrimoine, de culture, de planches à roulettes, de vélo, de Jeux Olympiques et de maillots tricolores. Checkball le mag, épisode 7 depuis cette très jolie ville de Châtellerault. Le sommaire, c'est tout de suite. L'actu du mois, c'est le tournoi qualificatif olympique qui va avoir lieu à Graz en Autriche. De la rue jusqu'au JO, c'est une année historique pour la balle jaune et bleue. Les équipes de France ont-elles des chances de se qualifier? Réponse. Il y a 10 ans, la pratique du 3-3 était encore assez confidentielle. Rencontre ce mois-ci avec deux internationaux français et un entraîneur qui ont vu changer ce sport, mais surtout qui ont gravé à tout jamais leur nom dans l'histoire. La ville de Châtellerault a su depuis quelques années faire de son histoire et de son patrimoine un tremplin vers les cultures et les sports de demain. Rencontre avec deux élus de la ville qui n'ont que pour seule limite leur imagination. Le site de la Manu propose en un seul et même lieu des activités pour tous. Le BMX et le skateboard, sport olympique cette année, y ont aussi trouvé une place à part entière. Découverte du lieu avec Joanne Poisson. Et qui dit numéro spécial de Checkball dit forcément lieu de tournage très spécial. Bonjour Maryse Lavrard. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes première adjointe à la mairie de Châtellerault en charge de l'urbanisme et du patrimoine. On est un petit peu chez vous dans cette très belle patinoire de la Manu, mais plus largement, je dirais qu'on est sur un site qui a plus de 200 ans d'histoire. Est-ce que justement, en quelques mots, vous pourriez nous résumer cette histoire ? La manufacture d'armes a été officiellement implantée ici, sur ce site, sur une ordonnance royale du 14 juillet 1819. Pour faire très simple, à son apogée, vous aviez ici 8000 ouvriers qui travaillaient en 1900, par exemple, pour une ville qui comptait à l'époque 18 000 habitants. Et il y avait 75 000 mètres carrés de bâtiments. Alors évidemment, le site comprenait différentes choses. D'abord des ateliers de production, bien évidemment. Beaucoup depuis ont été détruits. Ce bâtiment aujourd'hui où nous sommes là, c'est la patinoire actuelle, mais en fait c'était un ensemble de forges où on façonnait le métal. D'ailleurs, sur la place extérieure, vous avez encore des éléments de forge d'autres bâtiments qui restent. Et d'ailleurs, sur le mur de la patinoire, il y a marqué La Forge en gros. Voilà, la patinoire s'appelle aussi La Forge en souvenir de ça. Et on façonnait le métal, soit pour les lames des armes blanches, puisqu'au début dans la Manu, on faisait des armes blanches, et ensuite pour les canons des armes à feu, puisqu'ensuite, suivant l'histoire des armes, on a fait des armes à feu. Et ça a vraiment façonné l'histoire industrielle de Châtellerault, parce que la Manu a fermé ses portes en 1968, mais cette fermeture était annoncée dès 1961. On n'a pas appelé ça une fermeture, mais on appelait ça une reconversion. Aujourd'hui, la Manu, c'est un véritable lieu de loisirs, de culture et de sport. Comment vous pourriez résumer la réussite de cette reconversion ? Alors, la clé de la reconversion, c'est de ne pas rester sur la nostalgie, bien évidemment. Et je crois que ce que nous avons réussi à faire, c'est de conserver l'âme de ce site remarquable, mais en lui insufflant un vent de modernité. Juste derrière moi, là-bas, plutôt devant moi, et les élèves de l'école du cirque réalisent 1000 acrobaties. Et bien sûr, à la patinoire, il y a beaucoup d'animation, beaucoup de fou rire. Et puis, des cascades de tous les jeunes sur le skatepark qui viennent de très loin pour notre skatepark. On l'a compris avec vous, Maryse Lavrard, la Manu, c'est le passé, la Manu, c'est le présent, mais la Manu, c'est aussi l'avenir avec de beaux projets en perspective. Il a fallu 50 ans pour reconvertir et arriver où nous en sommes aujourd'hui. Et maintenant, nous avons surtout axé notre travail sur l'espace public. Aujourd'hui, on peut flâner, se poser par exemple sur l'un des 9 bancs qui ont été faits par des artistes locaux ou nationaux qui travaillent avec notre centre d'art contemporain, parce que notre idée, c'est de faire coexister le patrimoine et aussi les formes d'art d'aujourd'hui. Et puis on a beaucoup travaillé aussi les mobilités douces, en créant une voie cyclable et piétonne qui relie le quartier de Châteauneuf, qui était l'entrée officielle de la manufacture. Autre projet, nous travaillons beaucoup sur les bords de Vienne et nous sommes en train de mettre au point la maîtrise d'œuvre pour une passerelle qui va traverser Lanvigne. Et quand on aura traversé Lanvigne par la passerelle, on pourra aller très loin jusqu'au bout de la ville. Merci beaucoup Maryse.
Merci à vous. De nous avoir accueillis ici à Châtellerault. Vous l'avez compris, ce Checkball est un petit peu particulier, lieu de tournage un peu particulier, superbe lieu de tournage même. Année olympique pour le 3-3 partout dans le monde et peut-être pour les équipes de France si elles se qualifient dans 2 jours à l'occasion du tournoi qualificatif olympique. Mais justement, si vous avez manqué les 10 dernières années des équipes de France, un best-of des meilleurs moments, des plus beaux résultats des équipes de France, filles et garçons, vidéo tout de suite. Ils ont fait partie de cette aventure internationale et ils sont avec nous ici en plateau pour ce checkball un peu particulier, spécial Jeux Olympiques. Perrine, championne du monde, mixte en 2012 à Athènes, vice-championne du monde en 2012, féminine cette fois-ci, mais toujours à Athènes. Gwen Pestel, entraîneur des équipes de France U18 et assistant des équipes de France féminines également en senior, c'est ça Gwen. Et puis il aurait dû être avec nous ici en plateau, Angelo Zagarakis, médaille de bronze à la Coupe du Monde 3-3 de Nantes en 2017 et médaille d'or au concours de shoot cette même année à Nantes à la Coupe du Monde. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous pour ce checkball qui sent bon les Jeux Olympiques. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Salut Gwen. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Et bonjour Angelo. Bonjour à tous. Alors, petite parenthèse avant de parler balle jaune et bleu. Tu aurais dû, Angelo, être avec nous en plateau aujourd'hui à Châtellerault. Mais il y a quelques jours de cela, un très heureux événement est arrivé dans ta vie, un événement qui s'appelle Helios. Félicitations à la maman et à l'heureux papa que tu dois être. Oui, merci beaucoup. Forcément, désolé de ne pas être là. J'aurais vraiment beaucoup aimé revoir un petit peu Gwen et Perrine. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en live. Donc, ça fait très plaisir de vous voir à l'écran là. Mais l'obligation paternelle, la duty du papa était nécessaire. Donc, très heureux, comme tu l'as dit. Et c'est une raison indiscutable, évidemment. Vous avez tous les trois, à votre façon, marqué l'histoire du 3-3 en France depuis quasiment 10 ans. Nous sommes à 2 jours, 48 heures du tout premier tournoi qualificatif olympique. Un rendez-vous historique avec peut-être, pour les équipes de France féminines et masculines, un ticket pour les Jeux Olympiques à Tokyo. Ça vous inspire quoi, ce fait marquant dans l'histoire du 3-3 en France? Perrine. C'est énorme en fait et je pense que dans la tête des joueuses, c'est une grande première. Elles savent qu'elles vont marquer l'histoire en participant à cet EQO. Je leur souhaite en tout cas toutes les chances pour réussir et se qualifier. Voilà, je pense que dans les 2 derniers jours, c'est plutôt mental. On fait les petits réglages, mais ça y est, hein, tout est fait déjà. Faut se lancer. Il n'y a plus qu'à mettre les baskets et aller jouer. Exactement. Dans quelques minutes, on parlera des équipes engagées qui affronteront l'équipe de France. Angelo, toi aussi, tu as vu évoluer ce sport depuis quasiment 10 ans. À l'époque, tu as dû gratter un peu les genoux sur les playgrounds en bitume un petit peu partout en France. Comment, toi, de ton côté, tu as vu évoluer ce sport? C'est sûr que les terrains en plastique quadrillé là, qui nous marquaient pendant de longs mois après les chutes sur les fesses ou sur les hanches. C'est super intéressant de voir que ce sport qui mérite toute la reconnaissance on va dire de la communauté basket va pouvoir crever l'écran en ayant cette exposition aux Jeux Olympiques. C'est une discipline à part entière, mais qui est tout de même complémentaire du 5-5. Donc,
tous ceux qui pratiquent le basket et qui affectionnent le basket sous toutes ses formes, le 1 contre 1, le 3-3, le 5-5, peuvent vraiment profiter de tout ce que peut amener le 3-3 et puis de le mettre en avant enfin, c'est assez savoureux. Tu le disais, Angelo, vous avez tous les trois pratiqué le 5-5, alors soit en tant que joueur, joueuse ou entraîneur. Gwen, comment on passe d'un sport que l'on maîtrise très bien, le 5-5, pour entraîner des joueuses et des joueurs à un sport qu'il faut tout de suite appréhender très vite? Est-ce qu'on repart d'un cahier d'entraîneur avec des pages blanches? Tout à fait. Et l'enjeu, en fait, c'est de repenser une discipline toute neuve. Ça, c'est la problématique. Alors, c'est le projet qui nous a été donné par la fédération entre les mains, en fait, de réinventer finalement ou d'inventer une nouvelle façon de faire, d'enseigner le 3-3. Et puis, une chose peut-être sur laquelle on reviendra, ce qui est important, c'est qu'un coach de 5-5, c'est quelqu'un qui dirige ses joueurs, qui donne de la voix, qui est presque téléguide de temps en temps, alors que le 3-3, le maître mot, c'est l'autonomie. Donc, une fois que les joueurs sont lâchés dans la compétition, ils sont seuls face à leur destin. Et le travail du coach, il se fait avant et après les matchs. Est-ce que certains d'entre vous ont perdu leur repère de jeu et peut-être de coaching, Perrine? Non, je dirais pas qu'on a perdu nos repères. Au contraire, on s'est développé, on a pu montrer toutes nos capacités physiques sur le terrain, toutes nos qualités aussi individuelles. Et on pouvait beaucoup plus s'exprimer en 3-3 par rapport au 5-5. Et il y en a un qui adore s'exprimer sur le terrain, c'est évidemment Angelo Zagarakis. Angelo, toi, les repères, tu les as trouvés tout de suite, hein? J'ai bien aimé la nuance qu'a amené Gwen dans ce qui est de la préparation et l'ajustement qui était nécessaire pour lui à faire en tant que technicien. Pour nous, en tant que joueurs, c'est un peu différent parce qu'au final, Perrine l'a bien expliqué, on a plus de répétitions, plus d'opportunités dans le 3-3 qu'on puisse l'avoir dans le 5-5. Et tous les joueurs qui ont pratiqué le 5-5 et qui se sont adonnés un peu à la pratique du 3-3 en sont revenus bonifiés dans le 5-5, puisque ça permet d'être plus agressif, ça permet d'avoir plus confiance en soi. Et cette agressivité qui se passe des deux côtés du terrain, que ce soit en attaque ou en défense, se traduit très bien dans le 5-5. Donc, je pense que l'ajustement, il est plus pour les joueurs de 5-5 qui reviennent dans le 3-3 parce que, justement, les prises de décision sont plus rapides, les réflexes, peut-être au niveau des règles, sont un peu différentes. Mais pour ce qui est du jeu, à l'inverse, du 3-3 au 5-5, il n'y a vraiment pas d'ajustement dans l'absolu. 2021, c'est une année historique pour les équipes de France qui vont peut-être, on l'espère, se qualifier pour les Jeux Olympiques dans 2 jours. Il y a une année aussi qui a été historique, c'est l'année 2012 avec la création des toutes premières équipes de France. Perrine, tu as fait partie de l'aventure, Angelo également. Comment ça se passe quand le sélectionneur de l'époque, Richard Billan, vous appelle pour vous dire « Je viens de créer une équipe de France avec mes assistants, on ne sait pas trop où on va, on a envie d'y aller et on a envie de faire bien ». Comment ça s'est passé ce premier contact et ce premier maillot tricolore? Au début, je n'y croyais pas trop parce qu'en plus, moi, à l'époque, 2012, je terminais ma saison à Limoges, donc je n'avais pas de club. Et quand Richard m'a appelé, il m'a dit « Écoute, je te promets rien, je te mets un pied dedans, mais après, à toi de prouver ». Et pour moi, c'était un énorme défi de réussir ce challenge. Et j'ai pris un plaisir tout de suite à jouer à cette discipline. Porter le maillot de l'équipe de France, c'est un honneur. Donc voilà, tout de suite, on s'est mis dedans et c'était magnifique. Même si physiquement, on a souffert, hein, Perrine, hein. Physiquement. Oh oui, parce qu'à l'époque, nous, on ne jouait pas sur des terrains avec des dômes au-dessus et tout. Hein. On était vraiment en extérieur. En Grèce, il faisait 40 degrés à 18h jusqu'à minuit, on jouait. Attention à ce que tu dis sur la Grèce, hein, parce que Angelo Zagarakis peut dire quelque chose. Mais du coup, ouais, physiquement, c'était beaucoup plus difficile, je trouve, en fait. Comment tu as vécu la chose, toi, Angelo, en 2012, quand tu enfiles le maillot tricolore pour la première fois? Alors, moi, ça m'a laissé un petit goût amer parce que j'avais pu m'imposer comme leader de la sélection et malheureusement, j'ai été privé de ce premier championnat du monde sur mes terres. Donc, ça a été quelque chose qui m'a brisé le cœur et j'ai mis quelques années quand même à évacuer cette déception-là. Mais c'était une fierté énorme puisque j'ai eu l'opportunité déjà de représenter mon pays dans les compétitions jeunes. Auparavant, j'avais joué en U18, en U20, mais c'est vrai que de pouvoir le faire en 3-3 sur une plateforme toute nouvelle en tant que senior, c'était quand même quelque chose de très particulier. Ça, c'est l'avis des joueuses et des joueurs. En 2012, Gwen, le sélectionneur de l'époque, qui l'est toujours d'ailleurs, hein, Richard Billan, crée des équipes de France. Moi, j'ai envie de dire, Gwen, sur quels critères? Parce qu'en fait, on va dans un sport que l'on ne connaît pas forcément.
il va falloir construire des rosters solides. Mais selon toi, et j'imagine que tu en as parlé un peu avec Richard, comment il a pensé ces équipes de France il y a quasiment 10 ans maintenant? Au tout début, je pense lorsqu'on présente le projet aux joueurs et aux joueuses, il faut sentir l'adhésion tout de suite, la motivation, mais quelque chose qui vient du cœur, et pas forcément représenter son pays tout simplement. Et puis bien évidemment, c'est recruter, s'attacher à la base du haut niveau, et puis petit à petit descendre sur les niveaux pour voir les joueurs et les joueuses qui vont être motivés par ce projet. Donc je pense qu'à partir du moment où le coach a senti en 2012 que ces joueurs allaient être investis, eh ben là banco. Et ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que vivre une nouvelle discipline, se dire moi je suis un joueur ou une joueuse de 5-5, je ne suis pas vraiment intéressé. Bon, et c'est vraiment sentir au départ cette adhésion qui va faire qu'on signe un contrat moral et d'investissement avec les joueurs et les joueuses. Est-ce que le 3-3, la pratique du 3-3 a changé votre vie sportive et j'ai envie de dire peut-être personnelle aussi? Est-ce que ça vous a apporté de nouvelles choses? Oui, forcément. C'est des aventures jusqu'en, pour moi, 2017. Des aventures humaines et sportives magiques. Vraiment, j'ai du mal à exprimer ça, mais on a vécu vraiment de gros moments et même personnellement, en fait, moi, ça m'a épanouie. Je me suis, en fait, découvert d'autres qualités au niveau basket et ça m'a aidé après, en fait, sur la confiance en soi aussi. Donc, voilà. Angelo? C'est forcément quelque chose qui a bonifié ma carrière de joueur parce que c'est venu en complément d'une carrière où j'avais eu quand même la chance d'avoir vécu de résultats collectifs, d'avoir eu des accolades individuelles. Mais le 3-3, c'est vraiment quelque chose qui combine, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Tu combines l'aspect humain dans une dimension plus intense que dans le 5-5, même si tu vis des choses très fortes dans le 5-5, mais le 3-3, c'est vraiment toi et le partenaire à côté parce que justement, il y a cette autonomie dont a parlé Gwen. Tu dois vraiment aller au combat avec le copain et tu as encore plus de dépendance de l'effort que va mettre le coéquipier à côté de toi que dans le 5-5 où quelque part tu peux te cacher ou compenser un petit peu plus les faiblesses de certaines personnes. Là, c'est vraiment 3 personnes qui doivent aller au combat. Les qualités et les défauts de chacun s'en ressentent encore plus. Et donc, c'est un combat mené, tu vas à la guerre avec le copain et c'est sûr que ça forge des souvenirs impérissables. Oui, tu ne peux pas te cacher dans le 3-3. Et tu n'as pas le droit à des moments de faiblesse parce que ça va très, très vite. En quelques secondes, tu peux prendre 2 paniers à 2 points et te retrouver à grappiller, à lutter pour revenir tout le match. Ça va très, très vite. Voilà, c'est énorme. Et toi, Gwen, dans ta vie d'entraîneur, ça a changé quoi le 3-3? Quand on a un âge certain ou un certain âge, c'est un bain de jouvence déjà. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est penser une nouvelle discipline, c'est-à-dire tout mettre en place d'un point de vue de l'entraînement. Pour un coach qui est habitué à être sur le bord du terrain, à gérer du 5-5, être en retrait, d'avoir conçu le programme d'entraînement avant, de faire les débriefs après. En fait, forcément, c'est quelque chose qui d'une part, vous remet en question. Parce qu'on remet un petit peu, on change de logiciel. Le logiciel 5.5 et 3.3, c'est complètement différent. Et puis forcément, ça apporte de nouvelles choses. La particularité des équipes de France de 3.3 en France, c'est aussi de travailler ensemble avec les filles, les garçons, parfois de mélanger les catégories sur des stages, chose qui n'existe pas sur le 5.5 traditionnel. Et puis après, c'est découvrir de nouveaux pays. Et puis le 3.3, c'est l'adaptation en permanence. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Eh bien justement, Gwen, tu parles d'adaptation. Le tournoi qualificatif olympique, il a dû s'adapter cette année pour accueillir toutes les équipes engagées qui rêvent tout simplement d'aller aux Jeux olympiques. La Fédération internationale de basket a dû s'adapter à cause de la Covid-19 qui touche évidemment le monde entier. La FIBA qui a créé le fameux Thunderdome qui va accueillir dans 2 jours maintenant, je vous le disais, les équipes de France masculines et féminines. Une bulle sanitaire. Ça va ressembler un peu à une patinoire, en fait. Les joueuses et joueurs des équipes nationales vont se retrouver dans une arène avec des fans, des supporters, des partenaires et puis leurs délégations qui seront derrière du plexi, comme derrière nous, derrière des vitres. Évidemment, vous l'avez compris, pour protéger les joueuses et les joueurs. Le Thunderdome de la FIBA pour le tournoi qualificatif olympique à Graz en Autriche. On vous propose de le découvrir tout de suite en vidéo.
when is a chance that we can go to Olympic Games? When do we have a chance with basketball to reach something like this? Being able to represent your country on a stage such as the Olympics would be an amazing, unforgettable experience. To think about being at the Olympics at the inaugural 3x3, like that's crazy. It's amazing. Just killing the competition. Slow it down a little bit. Oh, no, he did. No, he did. Oh, stop, Team USA. And that's a big win for Austria. Shot. Oh, just stop. Threw the legs out of you to McKinney. Le Thunderdome de la FIBA qui dans 2 jours maintenant va accueillir les dernières équipes non qualifiées pour les Jeux Olympiques de Tokyo, avec 2 équipes de France qui, on l'espère, vont pouvoir se qualifier. On en parlait tout à l'heure avec Angelo, avec toi Perrine, avec toi Gwen. À l'époque, les terrains de basket 3-3, ça ressemblait à tout sauf au Thunderdome, avec ses tribunes, avec ce terrain, la lumière, le son, etc. Quand vous voyez ces images du Thunderdome créé par la Fédération internationale de basket 3-3 pour Stekio en Autriche, ça vous fait des frissons, ça vous fait quoi, Perrine? Moi, je trouve que ça enlève un petit peu de magie au 3-3. Ah, d'accord. Ouais. Parce que être au plus près des supporters qui sont vraiment au bord du terrain, jouer à l'extérieur avec l'adaptation des conditions météo, là, se retrouver dans une bulle, je trouve qu'on se retrouve un peu dans une salle. Ouais. Et le 3-3, justement, la magie du 3-3, c'est d'être dehors avec son public, avec la musique, avec voilà, on est vraiment, c'est un peu le street. Ouais. Et voilà, moi, c'est ce que ça fait. En même temps, il a fallu, on le sait, pour cette année, s'adapter un petit peu à cause de la pandémie. Et c'est bien, et tant mieux pour les joueurs aussi. Il fallait jouer de toute façon parce que les JO étaient reportés d'1 an déjà. Ouais. Et cette année, il fallait que ça joue. Gwen, non, c'est une adaptation qui est nécessaire. tu aurais aimé te retrouver derrière les plexiglas à entraîner, à coacher tes filles et tes garçons là-bas? Forcément, les conditions sont particulières. Pour revenir sur le terrain, moi, j'ai connu les terrains tracés à la craie. Voilà. Étant de Poitiers, le premier France Basket Tour a eu lieu à Blossac. Ouais. Voilà, donc, on était vraiment dans le lieu. On a connu les terrains un petit peu plus évolués. J'ai connu aussi au championnat d'Europe en 2018 avec les filles. Nous étions dans un cirque d'hiver. À Bucarest, tout à fait. Je rejoins Perrine sur le côté playground extérieur, mais en même temps, je pense que ce qui est important, c'est de créer la magie, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et c'est vrai que là, ça perd un peu de la magie, mais malheureusement, on est obligé de s'adapter aux conditions actuelles. Angelo, ça t'inspire quoi, ce Thunderdome installé à Graz en Autriche? Pour moi, c'est rien d'étonnant parce que, alors c'est peut-être aussi mon expérience personnelle de joueur, mais j'ai pu témoigner et même jouer dans des conditions qui sont un peu plus similaires de ça. On oublie aussi que le 3-3, ça peut être dans des grands centres commerciaux en plein centre, ça peut être dans des lieux totalement atypiques. Donc, je pense que ce que met en avant Perrine, c'est peut-être la culture propre du 3-3. Et c'est d'être attaché, on va dire, à cette proximité avec le terrain et avec les gens et cette accessibilité, que ce soit ouvert, qu'il n'y ait pas vraiment de séparation entre les joueurs, le jeu et les gens qui puissent graviter autour. Mais après, dans le contexte, quand on est dans les grandes surfaces, dans les grands centres commerciaux aux Philippines, même au Hall avec Drills qui avait organisé à Paris un tournoi similaire lors de l'Urban Week. Voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Et le côté hockey sur glace avec les protections de moi, j'aime bien. En ayant pu faire le championnat d'Europe à Bucarest dans le cirque, là,
c'est vraiment très sympa ce genre de contexte. On est un peu des gladiateurs et c'est vrai que le jeu se prête aussi à cette comparaison aux gladiateurs d'antan. Donc, j'aime bien, moi. Je trouve ça génial. Bah, tu parlais de cirque, Angelo, il y a quelques instants. Juste derrière nous, il y a l'École nationale du cirque. Je ne sais pas si tu as vu les images, mais en tout cas, on te les montrera très prochainement. Il y a une très jolie dalle en béton. Il y a des très, très hauts plafonds. C'est très joli. Je pense qu'on pourrait mettre dans ces prochaines années quelques terrains de 3-3 pour faire des tournois là-bas. Je dis ça, je ne dis rien. L'idée est lancée. Mais c'est vrai que c'est à l'image du 3-3 où les sites sont atypiques. Voilà. Pour ça, oui, je rejoins Gio là-dessus. Ça fait partie du 3-3. Un petit peu comme le plateau d'aujourd'hui, nous sommes sur une patinoire, je vous le rappelle. Exactement. Alors évidemment, elle a été déglacée pour l'occasion, la patinoire de Châtellerault. Autre sport à faire son entrée aux Jeux Olympiques cette année, il y a le skateboard d'un côté et le BMX freestyle. Skateboard, BMX freestyle, vous pratiquez un peu tous les trois? Pas du tout. Pas du tout, Gwen? Ah non, du tout. Le BMX. Et à l'époque, j'avais un MBK White. Voilà. Je n'ai pas connu. Je n'ai pas connu. Angelo? Bien sûr, dans mes rêves. D'accord, très bien. Et bien justement, de ces deux nouvelles disciplines olympiques, on va aussi en parler maintenant dans Checkball, le mag un peu particulier, vous l'avez compris ce mois-ci, spécial tournoi qualificatif olympique. Vous restez en plateau, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Sur le site de la Manu, il y a aussi ce skatepark où les fans de glisse en tout genre se donnent très régulièrement rendez-vous. C'est le cas de Johan Poisson. Salut Johan. Salut. Merci de nous accueillir un petit peu sur ton spot à toi. Alors on parle de JO dans ce numéro spécial de Checkball avec l'arrivée du skateboard cette année au programme olympique, le BMX freestyle également cette année. Ça montre clairement selon toi que les sports dits urbains ont une vraie place dans l'olympisme? Ah, complètement, surtout avec des infrastructures comme celle-ci, inaugurée en 2016, enfin les débuts des travaux. J'étais porteur de projet avec la ville de Châtellerault. On a fait comme un accord et vraiment à l'écoute avec la municipalité. Et donc on a réussi à avoir ce résultat de ce Super Bowl. Quand on parle un peu de skate et de BMX, il y a certains puristes qui voient l'arrivée du skate et du BMX au JO comme une info, mais sans plus. Ils ont un peu envie de rester entre eux et pas forcément d'aller jusqu'au JO. C'est ça, c'est qu'on a toujours le côté underground, les vrais passionnés, mais c'est bien aussi pour faire évoluer ces disciplines qui ne sont pas forcément connues du grand public en fait. Tu disais il y a quelques instants, ce skatepark a été inauguré en 2016, en tout cas pour le début des travaux. Et tu as travaillé, toi, en étroite collaboration avec la ville de Châtellerault pour sa construction. Comment on réfléchit à la forme d'un skatepark et en tout cas aux différents modules qu'on aimerait y mettre? On est en collaboration avec Stéphane Flandrin qui est la partie constructeur du bol, Constructo il s'appelle. Et puis après on a mis nos idées en commun, c'était un projet qu'on demandait depuis plus de 10 ans. Donc on a réussi à faire un super truc intergénérationnel. Et puis il y a vraiment du monde qui se déplace de toutes les régions maintenant de France, quoi. Et on le rappelle, le BMX freestyle et le skateboard font eux aussi leur rentrée aux Jeux Olympiques cette année du côté de Tokyo. En étant pas forcément chauvin, mais en étant réaliste et objectif, selon toi, le skatepark de Châtellerault, est-ce qu'il fait partie des plus jolis skateparks de la région? Des plus jolis, oui, déjà, par rapport à son infrastructure. On a vraiment un pôle glisse qui se base ici avec le musée de l'auto, moto, vélo, la forge, la patinoire, et puis voilà, toute la partie glisse, skate, BMX, roller, trottinette. C'est vraiment un super spot, ouais. Si jamais des jeunes ou des moins jeunes voudraient se lancer dans le skate ou dans le BMX ici au skatepark de Châtellerault, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Oui, pas griller les étapes et puis se faire plaisir. Eh ben bon ride alors. Yes, merci à vous. Nous étions il y a quelques instants au bord du skatepark de la Manu. Eh bien, ce skatepark et ses infrastructures, on va continuer à en parler avec Yacine Hergul qui nous rejoint sur ce plateau Checkball un peu particulier, vous l'avez compris, sur la patinoire de Châtellerault. Bonjour Yacine. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Châtellerault. Vous êtes deuxième adjoint de la ville de Châtellerault en charge de la jeunesse et des sports et des maisons de quartier. On parle du skatepark pour commencer. Nous étions avec Johan Poisson il y a quelques instants. Est-ce que cet équipement, c'est un des symboles de la réussite de la reconversion de la Manu? Oui, complètement. Et au-delà du symbole, c'est pour moi la preuve qu'il est possible de reconvertir un site comme celui-ci. Là, il faut savoir qu'on a travaillé directement avec les jeunes, avec les pratiquants. Ils étaient assis avec nous autour de la table. Ils faisaient partie du comité de pilotage. Et je crois que c'est ce qui surligne la réussite de ce projet-là. C'est aussi la preuve que, j'ai envie de dire, l'histoire, le passé peuvent
très facilement et très bien cohabiter avec le futur. Tout à fait, effectivement. Donc entre la patinoire, l'école du cirque, ce qui démontre que la jeunesse a une vraie place sur ce site-là. Et moi, ce que je dis, et je le dis à mon entourage et à tout le monde, une action vers la jeunesse, c'est une action vers un adulte anticipé. Et donc, les actions que nous mettons en place à Châtellerault vers la jeunesse prouvent que c'est une vraie réussite et c'est un regard vers le futur. On parle évidemment de skatepark parce que nous sommes à la Manu ici pour ce checkball spécial tournoi qualificatif olympique en Autriche dans 2 jours. Mais plus largement, quelle est votre politique, Yacine, et quelle est la politique de la ville autour du sport ? Alors moi, j'ai une volonté de effectivement la pratique pour tous, hein, ça c'est mon souhait. On a de la chance à Châtellerault, pour illustrer mes propos, on a le site de la nautique, sur le site de la nautique, donc rive droite. Voilà, c'est ça, rive droite, près de la Vienne. Nous avons des cours de tennis, nous avons des agrès de street workout, et il ne faut pas l'oublier, on a ce fameux terrain 3x3 qu'on a inauguré en 2019. Et on l'a vu dans les images tout à l'heure dans le générique de Checkball le Mag épisode 7. En préparant cette émission, Yacine, nous avons également cru comprendre que dans 1 an, ici, sur le site de la Manu, vous commencez à penser à un grand festival pluriculturel. Alors évidemment, on pense au skatepark, on pense au BMX, on pense peut-être à la patinoire. On pense au 3-3, pourquoi pas. C'est à quel état ce projet culturel pour l'année prochaine ? Effectivement, les services ont commencé à travailler sur la faisabilité du projet. L'idée que moi j'en avais, hein, c'était de faire un festival des cultures urbaines, donc toutes disciplines confondues. Sur le site de la Manu, on y retrouvera certainement le 3x3, peut-être du rap, peut-être du breakdance. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quand ça va se passer exactement. Ce qui est sûr, c'est que les services commencent à y travailler. On a lancé la réunion de lancement et donc voilà, ce qu'il y a à Châtellerault, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un vrai engouement sur cette discipline-là, sur les disciplines des cultures urbaines. Moi, ce qui me plaît dans les cultures urbaines, c'est que ça permet un peu de démocratiser, hein, de démystifier un peu ces cultures qui est un peu incomprises par pas mal de personnes. Et si nos performeurs peuvent à la fois démontrer ce qu'ils savent faire et en plus partager, donc ça c'est chose gagnée, j'ai envie de dire. Merci beaucoup Yacine Hergul. Merci à vous de nous avoir accueillis ici à Châtellerault à la patinoire. Nous continuons évidemment ce checkball spécial tournoi qualificatif olympique. C'est dans 2 jours à Graz en Autriche. Les équipes de France sont actuellement en stage de préparation à Voiron avec Richard Billan, Karim Souchu. Et bien justement, Karim Souchu, notre consultant habituel dans Checkball le Mag, vous a préparé un magnéto spécial équipe de France Inside Indiscrétion pour vous parler évidemment des chances des équipes de France pour le tournoi qualificatif olympique pour aller, on le croise les doigts, aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. L'état d'esprit de la délégation française, l'ambiance de manière générale avec les filles et les garçons des équipes de France, c'est tout de suite en vidéo. Première séance de la journée, tout le monde est arrivé à l'heure, donc c'est bien. Ça se prépare doucement, dans un cadre plutôt sympa. On est à TSF, à Voiron. Donc l'état d'esprit à la veille de ce grand rendez-vous, c'est vrai qu'avec Richard, mon collègue, on est à l'aube de quelque chose de très important pour le basket français et pour le 3-3. Depuis 2012, je peux vraiment dire que c'est la compétition qui va compter le plus à mes yeux, parce que c'est les Jeux Olympiques, on va essayer de se qualifier. Là, parmi nous, personne n'a fait ça, que ce soit le staff ou les joueurs ou les joueuses. Donc gros objectif, on va voir ce que ça va donner. On essaie d'aborder cette compétition de la meilleure des manières possibles, sereinement. On a des joueurs et des joueuses d'expérience, donc on espère que ça va le faire, même si ça va être compliqué avec un TQO très très relevé, 20 équipes par genre et 3 places seulement. Donc voilà, on a le challenge qui est devant nous, qui va être assez relevé, mais on est prêt. On arrive à la fin quasiment de l'entraînement.
Le contenu de la semaine, beaucoup de répétitions, beaucoup de shoots pour reprendre un petit peu de sensations avec le ballon et aussi remettre un petit peu les joueurs en condition 3-3. Il faut toujours un petit temps d'adaptation pour les joueurs quand ils reviennent du 5-5. On a notamment des joueurs qui jouent encore, donc qui vont arriver un petit peu en décalé. On a des filles qui ont joué la finale LFB, donc il faut mettre aussi des joueurs au repos. Donc il faut bien gérer tout ça. Donc là on est avec Marie-Ève Paget qui est au repos pendant 2 jours. Tu peux nous dire pourquoi, Meuf ? Je vais vous expliquer pourquoi. Attendez. Parce que je suis championne de France. Ah oui. Le TQO, voilà, il se déroule du 26 au 30 mai à Graz en Autriche. Donc on va être une petite dizaine de jours ici sur Voiron et on va partir à Graz directement. Donc un TQO très relevé avec de très bonnes équipes, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc dans la poule des filles notamment, on va croiser directement les États-Unis puisque c'est le premier match. Et on aura aussi un gros match contre l'Allemagne avec des joueuses de WNBA de référence. Chez les garçons, ça va être la même chose, une poule très très relevée avec la Slovénie, le Qatar, les Philippines. Donc un TQO très relevé encore une fois, mais voilà, on a déjà eu des compétitions un peu similaires où on a performé, donc on essaye de se préparer du mieux possible pour arriver sur la compétition de la meilleure manière. Voilà, Karim Souchu depuis Voiron pour ce petit magnéto Inside. Bah oui, vous l'avez compris, Karim Souchu qui est habituellement avec nous sur Checkball le Mag. Bien là, il est avec sa casquette d'entraîneur d'équipe de France aux côtés de Richard Billan. Perrine Leleuche toujours avec nous, Gwen Pestel également et Angelo Tsakarakis toujours également connecté depuis chez lui. Voilà, vous avez vu l'ambiance un petit peu du côté de Voiron avec les équipes de France. Ça vous inspire quoi, l'état d'esprit des Bleus à 48 heures du tournoi qualificatif olympique? Allez, on va commencer avec Gwen. De toute façon, les joueurs et les joueuses savent pourquoi elles sont là. Alors déjà, pour marquer l'histoire, peut-être, et puis pour se préparer du mieux possible. Donc, ce sont des joueurs de haut niveau. Donc, leur demander ce qu'ils veulent, ça, on le sait déjà. Mais c'est la manière dont ils vont se préparer individuellement. Comment ils vont rebrancher le logiciel 3-3. Et ça, c'est pas facile. Donc, voilà, ils sont forcément dans un état d'esprit commando aussi, parce que ces tournois de qualification, quelle que soit la discipline, c'est extrêmement compliqué. Alors, une fois qu'ils auront décroché le Graal, ce que j'espère, il y aura une forme de libération. Mais là, ils sont sous pression, mais on peut leur faire confiance. Le Graal, on l'a compris, ça va être compliqué parce que tournoi très relevé pour les filles, tournoi très relevé également pour les garçons. 20 équipes tournoi masculin, 20 équipes tournoi féminin et seulement 3 tickets qualificatifs pour les JO. On va faire un petit focus sur le tournoi féminin. Perrine, on l'a entendu avec le magnéto de Karim. L'équipe de France féminine va, premier match, croiser tout de suite les États-Unis. Ouais, et puis on a vu sur le roster qu'elles envoient quand même du lourd. Après, dans leur poule, je pense qu'elles peuvent finir dans les deux premières. De toute façon, il faut se qualifier comme ça. Après, le croisement avec la poule C, il ne va pas être évident. Ouais. Parce qu'en face, il y a quand même, je dirais, toutes les équipes qui sont dangereuses. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour la Hongrie, forcément. Mais il faut faire attention. Ça va être très, très difficile. Après, on le voit, les joueuses sont concentrées déjà. Elles sont impliquées sur leur entraînement. On les connaît, donc on voit déjà ce qu'elles font. Un petit focus maintenant sur le tournoi masculin. Angelo, avec toi. Tournoi également très relevé. Il n'y aura que 3 équipes masculines qui pourront aller à Tokyo en juillet prochain. Oui, il n'y aura que 3 équipes. Personnellement, je suis assez confiant et dans l'absolu, pour moi, on a si c'est le même croisement, alors il faudra me le confirmer, c'est bien poule A et poule C aussi chez les garçons, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Absolument. Donc, pour moi, c'est le meilleur tirage possible. Mais en toute transparence et objectivité, la poule D, c'est même plus la poule de la mort, c'est la poule de Ares. C'est indescriptible avec la Hollande et la Lettonie. Tu as le Canada qui sera une équipe très costaud et la Croatie, sachant que l'Autriche est peut-être l'équipe qui joue le mieux au basket de ces 5-là. Donc, c'est vraiment une poule indescriptible et de ne pas croiser avec eux, c'est une très bonne chose. Et de ne pas croiser avec les USA, c'est tout aussi bien. Sachant que la Lituanie est aussi une équipe qualitative. Donc, le groupe de la France n'est pas le plus simple, mais c'est pour moi, avec la poule A, peut-être le plus simple pour sortir des poules. Parce que c'est vraiment la Slovénie, l'ogre du groupe, et c'est une équipe qu'on a déjà battue, une équipe avec laquelle on joue les yeux dans les yeux. Donc, il va falloir juste bien gérer cette confrontation-là. Et puis, Philippines, République dominicaine,
pour moi, on est au-dessus. Et Qatar, tout dépend de qui ils envoient, mais généralement, ils envoient des gros joueurs qui n'ont pas vraiment cette expérience 3-3. Donc, je suis confiant. Après, le croisement avec la poule A, franchement, tant que ce n'est pas poule B, poule D, c'est plus qu'abordable et je suis vraiment confiant vis-à-vis de nos chances. Selon vous, entre les deux équipes de France, féminine et masculine, qui a le plus de chances de se qualifier sans filtre? Vous pouvez me répondre. Allez, vas-y, Perrine. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Parce qu'on ne connaît pas bien les autres équipes. On a confiance en nos équipes de France, bien sûr. Mais en face, on ne sait pas qui il y a. Et puis au 3-3, ça va très vite. 10 minutes, c'est rien. 21 points, c'est rien. Ouais. Ça peut jouer sur une demi-seconde, sur une seconde. Voilà. Je ne sais pas. Je leur souhaite bonne chance, en tout cas. Évidemment. Gwen Pestel. C'est une compétition très ouverte. Le staff des équipes de France, on a été habitué aussi à construire les équipes avec cette idée de il n'y a pas de petites équipes. Donc, je sais que autant les filles que les garçons, elles vont aborder ça le couteau entre les dents. Ce n'est pas parce qu'on rencontre une petite nation du basket en 5-5 qu'en 3-3, voilà, ça ne va pas être finalement une grande nation. Donc, les deux équipes sont prêtes. Et moi, en tant qu'entraîneur de l'équipe de France, je ne vais pas faire un TQO pour acheter du terrain, comme on dit. C'est qualifier les deux équipes. Donc, pour moi, les deux équipes vont se qualifier. Voilà, le message est passé. Angelo. Alors, moi, j'ai une réponse un peu plus nuancée. Je pense que le tirage est plus simple pour les garçons, plus compliqué pour les filles, mais que les filles sont mieux équipées que les garçons pour passer. Voilà, donc je trouve qu'au niveau de la construction d'équipe, du vécu de l'équipe, de la qualité de jeu proposée, les filles sont en avance sur les garçons à ce niveau-là, mais elles ont un tableau plus compliqué avec le croisement avec la poule C potentiellement contre la Hollande ou la Hongrie. Mais ce sont des équipes qu'elles ont déjà battues, qu'elles connaissent bien. Donc pour moi, le plus dur, ce sera simplement de sortir de la poule. Elles seront dans des conditions très correctes, même si on sait très bien que, comme l'a dit Gwen, le 3-3, il n'y a jamais rien de garanti. On peut perdre contre n'importe quelle équipe, n'importe quand. Il suffit de prendre la foudre à 3 points ou d'être dans un mauvais jour. Les garçons, meilleur tirage pour moi, mais moins de vécu, une construction plus compliquée avec les disponibilités des uns et des autres. On voit que c'est un groupe beaucoup plus nouveau que celui des filles qui a gagné des compétitions déjà, qui se connaît très bien. Donc, le tirage plus difficile pour les filles, meilleur tirage pour les garçons, mais moins de vécu. Voilà ce que moi j'en pense. C'est dans 48 heures, le tournoi qualificatif olympique 3-3 à Graz en Autriche. J'imagine très bien que la délégation française, que ce soit les entraîneurs, les préparateurs physiques, les médecins, évidemment les joueuses et joueurs, vont regarder cette vidéo en voyageant à Graz ou en tout cas en se reposant peut-être à l'hôtel à J-2. Je vais vous donner la parole à tous les trois et vous allez regarder la caméra qui vous concerne, les yeux dans les yeux, j'ai envie de dire. Parce que Perrine, tu as peut-être un message à passer à l'équipe de France féminine. Angelo, tu as peut-être un message à passer à l'équipe de France masculine. Et puis toi, Gwen, un message pour Richard Billan et Karim Souchu. Voilà, on va se quitter là-dessus dans quelques instants dans ce checkball spécial tournoi qualificatif olympique. Et on va commencer avec toi. Perrine, tu sais où est ta caméra? L'équipe de France féminine te regarde sûrement. Les filles, moi, je vous souhaite bonne chance. Vous savez pourquoi vous êtes là. Donnez tout, aucun regret. Prenez du plaisir à jouer, profitez de cet instant parce que c'est une chance et vous allez marquer l'histoire. Peu importe l'issue, voilà, vous entrez dedans et donnez tout. Voilà. Merci. Je vous embrasse très fort. L'effet frisson, en tout cas, il est, je sais pas, Gwen, mais en tout cas, le frisson, il est là, ici en plateau. On imagine que les filles de l'équipe de France à Graz ont aussi frissonné avec ce petit mot. Angelo, on va donner la parole aussi pour quelques joueurs que tu connais qui font partie du roster de l'équipe de France. Yes, déjà, j'embrasse Karim et Richard. Ils savent que quand ils ont réussi à glaner cette médaille d'argent au championnat d'Europe, qui est la seule médaille qui manque à mon escarcelle, j'ai lâché ma petite larme. J'étais très heureux, très ému. J'ai appelé Dominique et on a partagé un moment en FaceTime juste après la victoire. 2019, quelque chose de fort. Mais si j'ai juste un mot à dire, ou un petit truc à dire, c'est à Dominique. A rainy day laid up thinking, watching getting bent, watching no 70 flicks. Il comprendra. Il comprendra. Dominique Gentil, membre de l'équipe de France, qui va jouer lui aussi dans 2 jours le tournoi qualificatif olympique. Et puis, les derniers mots pour toi, Gwen Pestel, entraîneur des équipes de France U18, Richard Billan, Karim Souchu, tu les connais évidemment.
Oui, alors Richard, Karim, mais je sais que vous êtes habitués à déplacer des montagnes. Voilà, vous avez déjà mis en place des opérations commando pour aller chercher des qualifications, quelles qu'elles soient. Vous allez marquer l'histoire. Voilà, que cette future campagne, déjà le TQO, voilà, ne vous fait pas peur. Donc moi, je vous souhaite tout le meilleur pour décrocher ces 2 places qui marqueront à jamais l'histoire du 3-3. Juste avant de se quitter en musique avec le slammer Châtelleraudais Lemay, je voudrais d'abord remercier nos 3 invités qui ont eu la gentillesse de venir soit en plateau avec nous, soit d'être avec nous en visio. Tout d'abord, Perrine Leleuche, championne du monde mixte en 2012, vice-championne du monde féminine toujours en 2012 à Athènes, demi-finaliste de l'Euro 2017 avec l'équipe de France. Merci beaucoup Perrine d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci à toi Vincent. C'était un plaisir de partager ce moment. Ouais, c'était cool. Et puis ce qui est cool aussi, c'est que je le disais, on l'a dit dans l'émission, c'est que Perrine Leleuche, ce nom-là, il est gravé à jamais dans l'histoire du 3-3 en France. Ouais, et j'en suis fier. T'en fais partie. Gwen Pestel, entraîneur des équipes de France U18 actuellement, mais pas que. Un petit résumé du parcours d'entraîneur de Gwen Pestel. Depuis 2013, sur les compétitions continentales, on a toujours ramené une médaille. On a fait le bronze, l'argent, et puis le summum, ça a été en 2016, une médaille d'or, notamment avec 2 locaux, Jim Seymour et puis Clément Desmond. Et puis aussi assistant sur l'équipe de France A avec les filles, une médaille d'or donc à Bucarest, en 2018. Et puis en U23 dernièrement en Chine avec mon collègue et non moins ami Yann Julien, voilà, au championnat du monde, une belle médaille de bronze. Merci beaucoup Gwen d'avoir été avec nous ici. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Et puis un grand merci aussi au papa heureux Angelo Tsakarakis avec un S, médaille de bronze à la Coupe du Monde avec l'équipe de France à Nantes en 2017 et médaille d'or dans cette même Coupe du Monde au concours de shoot. Merci beaucoup Angelo d'avoir été avec nous. Merci, c'était un honneur de pouvoir participer à cette émission avec vous. Merci de m'avoir sollicité. Puis quel plaisir de revoir Gwen et Perrine avec qui j'ai vécu des moments forts en équipe de France. C'est cette grande famille du 3-3 dont on fait un peu tous partie, toi aussi Vincent. Donc, je vous embrasse tous et puis bonne continuation et bien entendu, pour fêter tout ça, la naissance du petit, 2 qualifications aux Jeux Olympiques de nos équipes de France et tout ira bien. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup Angelo. Tu disais que on fait tous partie de la 3-3 Family. Vous aussi, derrière votre écran, vous faites partie de la 3-3 Family. On a un cadeau à vous offrir. Ce cadeau, c'est tout simplement le sac à dos 3-3 Wilson officiel. On adore vous gâter dans Checkball le mag et encore plus quand c'est un numéro spécial. Alors, c'est très simple. Vous répondez à la question suivante sur la chaîne YouTube Checkball et sur les réseaux sociaux de Checkball le mag. Où étions-nous ce mois-ci pour ce Checkball spécial tournoi qualificatif olympique? À la mine de Châtellerault, à la Manu de Châtellerault ou à la Mano? Le ou la gagnante sera tiré au sort parmi les bonnes réponses sur la chaîne YouTube de Checkball. On vous souhaite évidemment bonne chance et à très bientôt. Ciao, prenez soin de vous. J'ai de la chance d'être ici, de pouvoir respirer. Les miens sont mis à terre, les miens sont étouffés. Oui, j'ai de la chance, en somme, je sais sur qui compter. On se côtoie en portant nous le sceau des indomptés. C'est dans la rue, un regard, une rencontre anodine. Au hasard, un passant, un coup de main anonyme. C'est un sourire, une parole qu'on prend comme un signe. Ce qui nous reste de respect quand tout autour se décime. Et tu me verras, loin de la richesse matérielle, loin du luxe des grands hôtels, Dubaï ou bien top modèle. Ouais, tu me verras près des sourires de l'enfance, dans les slums, les favelas, où mes actes prennent un sens.